Bonsoir à tous et bienvenue. Voici le sommaire de cette édition de BBC Echo. En République démocratique du Congo, Glencore, le géant suisse des matières premières, va arrêter ses activités dans la principale mine de cobalt au monde. Conséquence éventuelle, perte de revenus fiscal pour Kinshasa et chômage pour les employés. Une nouvelle péripétie dans la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Pékin a dévalué sa monnaie qui passe sous les $7. C'est la première fois depuis 2008. Aussi dans ce journal, une petite histoire de la noix de cola, symbole culturel en Afrique de l'Ouest. La cola est aussi un produit à grande valeur économique. Eh bien, c'est une décision qui fait grand bruit en République démocratique du Congo. Glencore, le géant suisse des matières premières, va arrêter ses activités dans la plus grande mine de cobalt au monde. La mine de Mutanda, dans le sud de la RDC, sera fermée à la fin de l'année pour une période de 2 ans. Glencore évoque comme raison le plongeon des cours du cobalt et se dit aussi victime du nouveau code minier congolais. Olivier Weber. C'est la plus grande mine de cobalt au monde, celle de Mutanda, dans la région de Kolwezi, dans le sud de la RDC. Selon Glencore, elle n'est plus économiquement viable. En cause, la dégringolade des prix du cobalt. Ils ont plongé de 40% depuis le début de l'année. Ce métal rare est utilisé dans la production de batteries. Début 2017, le cours du cobalt s'était pourtant envolé avec l'essor attendu de la voiture électrique, déclenchant ensuite une surproduction qui a fait rechuter les prix. Mutanda sera fermée pendant 2 ans, a déclaré le PDG de Glencore. La division trading du groupe a accumulé quelques 10 000 tonnes de cobalt qu'elle n'a pas encore réussi à vendre. La décision du groupe de fermer Mutanda survient également peu après la mise en place du nouveau code minier par le gouvernement congolais. Glencore s'est longtemps battu contre cette nouvelle taxe. Le PDG de Glencore, Ivan Glasberg, se dit néanmoins optimiste sur les perspectives à long terme du cobalt. La RDC représente à elle seule la moitié de la production mondiale. Le groupe suisse a par ailleurs annoncé ce mercredi une baisse de 32% de ses bénéfices au premier semestre, en raison, dit-il, de la chute des cours du cobalt, du cuivre et des mauvaises performances de ses mines africaines. L'action Glencore a fortement chuté à la bourse de Londres. Alors, quelles sont les conséquences pour l'économie congolaise de cette décision de Glencore? C'est une question que le correspondant de la BBC à Kinshasa, Gaius Kowene, a posée à l'économie Al Kitenge. Il va y avoir des impacts non seulement sur l'économie du Congo, mais également sur les relations entre Glencore et la République démocratique du Congo, détenteur des mines que Glencore est en train d'utiliser aujourd'hui. En fait, lorsque vous regardez bien la situation, nous sommes dans un jeu de pouvoir. Glencore et certains autres majors miniers essayent de faire plier le gouvernement congolais. En fait, c'est un exercice de pouvoir, un exercice d'influence, et il va falloir qu'à un moment donné ou à un autre, les règles soient assez claires. Et en parlant justement des relations entre Glencore et le gouvernement congolais, pensez-vous que le code minier n'a pas aussi facilité, par exemple, la tâche aux investisseurs ou aux opérateurs miniers comme Glencore? En fait, l'une des choses dont les miniers parlent lorsque ils s'attaquent au nouveau code minier, le code minier révisé, c'est ce qu'on appelle les clauses de stabilité. Vous vous rendez bien compte qu'aussi vite que le marché bouge, même eux, les exploitants, ne respectent pas du tout la clause de stabilité et ils ne continuent pas les opérations. Donc il est logique que l'État congolais dise, ça fait 15-20 ans que vous faites une exploitation, je ne reçois rien et il est important qu'on renégocie la manière de travailler et la manière de se répartir les dividendes. Et ce que je suis en train de dire, c'est que les plus grands perdants, ce sont les employés, les plus grands perdants, ce sont les bénéficiaires des redevances minières, le plus grand perdant, c'est l'État congolais, partenaire de Glencore, qui lui a donné ses ressources qui vont se retrouver sans exploitation. Et donc, à un moment donné, il va falloir que l'État congolais décide de comment il travaille avec les différents exploitants. Le yuan, la monnaie chinoise, n'avait pas chuté à un niveau aussi bas depuis 2008, sous la barre des $7, c'est-à-dire un yuan pour $7. Et c'est une dévaluation décidée par Pékin en pleine guerre commerciale avec les États-Unis. Eh bien, Washington, très mécontent, accuse Pékin de manipulation monétaire. Mais qu'est-ce qu'il en est au juste? Pour y répondre, Olivier Weber, Red chef de BBC News Afrique TV, est sur le plateau. Olivier, bonjour.
Bonjour. Alors, que disent les autorités chinoises pour justifier cette dévaluation du yuan? Alors officiellement, elles n'ont rien dit sur la dévaluation du yuan. Elles ont juste laissé faire, car le yuan n'est pas une monnaie comme les autres. Son taux est fixé par la Banque centrale chinoise qui répond directement aux ordres du président chinois Xi Jinping. Et donc, ils n'ont pas officiellement dévalué, ils ont simplement laissé passer la monnaie à un taux qui n'avait pas été vu depuis 11 ans, ce niveau des 7 yuan pour $1. C'était un signal très fort à Washington et surtout une riposte à la mesure annoncée le 1er août par le président américain Donald Trump de nouveaux tarifs sur 300 milliards de dollars de marchandises chinoises importées vers les États-Unis. Pékin avait averti qu'elle allait répondre, qu'elle allait riposter. Pékin l'a fait avec cette dévaluation du yuan qui lui donne un avantage compétitif. Donald Trump est en colère. Les conséquences justement ne se sont pas fait attendre puisque les marchés boursiers ont tout de suite réagi. Absolument, les marchés ont connu leur pire semaine de l'année. Les marchés boursiers ont plongé en début de semaine et les investisseurs ont vraiment pris peur parce qu'ils voient cette guerre économique entre la Chine et les États-Unis escalader. Ils voient une guerre des égaux entre Xi Jinping et Donald Trump, deux nationalistes qui ne sont pas prêts à lâcher. Donc les investisseurs se sont réfugiés dans des valeurs sûres, donc des obligations d'État. On a vu l'or aussi, qui est le refuge ultime, bondir à des plus hauts depuis 6 ans. Mais surtout, ça traduit une très très grande inquiétude sur l'état de l'économie mondiale qui est déjà en train de ralentir. Et cette guerre commerciale qui est bien partie pour durer et qui a l'air d'escalader, eh bien, risque de rendre la rentrée extrêmement tendue. Olivier, c'est une saga qui est loin d'être terminée. On reviendra certainement là-dessus dans nos prochaines éditions. Et puis, puisqu'on parle de commerce, le forum de l'AGOA, The African Growth and Opportunity Act, c'était cette semaine à Abidjan. L'AGOA consacre un système de préférences commerciales accordé par Washington à 39 pays du continent. Au total, 6300 produits africains ont un accès prioritaire au marché américain, c'est-à-dire qu'ils entraînent peu ou pas de taxes douanières du tout. Selon les organisateurs du forum annuel, l'accord a multiplié par 5 les exportations africaines vers les États-Unis au cours de la dernière décennie. Le président ivoirien Alassane Ouattara a évoqué quelques enjeux qui pourraient faire de l'AGOA un accord plus dynamique. Les défis importants restent à relever pour permettre aux pays africains de pleinement tirer profit de l'accès au marché américain, vaste de 350 millions de consommateurs. Au nombre de ceux-ci, on peut notamment citer le défi de la diversification des produits échangés, ainsi que celui du niveau encore faible des investissements américains en Afrique, qui représente à ce jour moins de 1% du total des investissements des États-Unis au niveau mondial. Quelques autres titres de l'actualité éco de la semaine. Rien ne va plus pour Jumia en bourse. 4 mois après son introduction en fanfare à la bourse de New York, le leader africain du commerce en ligne est désormais coté en dessous de son prix d'introduction de $14,50. Les investisseurs doutent pour l'instant des perspectives de rentabilité du groupe dans le long terme. Les pertes de Jumia se sont creusées au premier trimestre. Air Sénégal pourrait ouvrir son capital aux investisseurs privés. La compagnie nationale sénégalaise cherche des capitaux pour assurer son développement. Des fonds chinois et du Moyen-Orient seraient intéressés et l'ouverture du capital d'Air Sénégal pourrait intervenir dès l'année prochaine. Vous voulez découvrir ou redécouvrir le Burkina Faso? Eh bien, profitez-en puisque le ministère burkinabé de la Culture annonce une réduction de 25% sur les tarifs hôteliers à travers le pays jusqu'au 30 septembre. Il s'agit aussi d'encourager les Burkinabés à visiter leur propre pays. La noix de cola est un symbole incontournable dans de nombreuses cultures en Afrique de l'Ouest. Cette noix est traditionnellement utilisée dans les cérémonies les plus importantes telles que les baptêmes et les mariages. Mais ces dernières années, la noix de cola est aussi considérée pour son potentiel économique. Voici là-dessus une petite histoire de la noix de cola avec Tatiana Mosso qui a enquêté pour BBC Question d'argent. C'est un jeudi spécial à la grande mosquée d'Adjamé. Aujourd'hui, ces deux familles sont réunies pour conclure une proposition de mariage. Partager les noix de cola est un des moments clés de la cérémonie.
Perçues comme un symbole de richesse, les noix blanches sont les plus prisées, mais aussi les plus chères. Elles sont remises à la famille de la mariée par celle du marié, en vue d'accepter ou non la proposition de mariage. Les noix de cola sont culturellement importantes dans de nombreux pays en Afrique de l'Ouest et centrale. Une fois l'union scellée, les femmes de la famille de la jeune épouse célèbrent en dansant. Les noix de cola sont vendues exclusivement par des femmes, sur des marchés comme celui-ci, et sont utilisées pour des rituels et des événements importants. On peut prendre pour faire mariage, on peut prendre pour faire baptême. Il y a des gens aussi qui viennent payer pour faire petits sacrifices. Traditionnellement, les colatiers étaient utilisés comme simples haies autour des plantations de café et de cacao. Mais les agriculteurs comme Célestin commencent à les considérer comme une possible manne financière. Cette année, en intégrant la noix de cola à ses cultures, il a augmenté ses revenus de près de 1 700 € sans pour autant employer plus de personnel. C'est une plante de la forêt, de la brousse, donc même au milieu de la brousse, ça peut pousser. Donc là, vraiment, nous gagnons un peu. Ce n'est pas aussi si difficile que ça. Une fois que tu as planté ta plante, tu n'as qu'à nettoyer. Mon souhait, c'est de faire, disons, beaucoup de champs de cola, 4 hectares, dans les années à venir. Nous sommes au nord-est d'Abidjan, dans la petite ville d'Anyama, où des centaines de grossistes ont décidé de commercialiser la noix de cola. Et justement, la noix de cola est une filière en pleine expansion en Côte d'Ivoire, malgré que ce soit encore une filière artisanale, puisque la Côte d'Ivoire est devenue l'un des plus grands producteurs de la région. Après le Nigeria, la Côte d'Ivoire est le deuxième producteur mondial de noix de cola, suivi par le Cameroun. Le pays vend pour près de 300 000 tonnes de noix de cola sur le marché mondial. 70% des noix de cola produites en Côte d'Ivoire sont exportées en Afrique de l'Ouest et aux États-Unis. Contenant de la caféine, la cola a longtemps été un ingrédient du Coca-Cola, lui donnant au passage son nom. On en retrouve des extraits dans le chocolat, les boissons énergétiques et les compléments alimentaires. Après la récolte, les noix sont amenées dans ces entrepôts et triées par couleur. BBC Echo, la suite de ce magazine de voitures volantes. Alex, qui ne fait pas que écouter vos questions et la possibilité pour vous de vous doter d'une queue, et bien d'une queue. Tout ça, c'est dans Clic et Clic, présenté cette semaine par Claire René Mendy. Commençons par un prototype de voiture volante conçu par le fabricant japonais NEC. La voiture peut voler à environ 3 mètres d'altitude et lors de l'essai, elle est restée dans les airs pendant presque 1 minute. Il n'y avait pas de passagers à bord à cette occasion, mais le gouvernement japonais espère que la mise en circulation de la voiture volante interviendra d'ici 2030. Remplir le réservoir de sa voiture, non pas avec de l'essence, mais avec du solaire. Qu'en diriez-vous? Eh bien, cela sera possible avec Lightyear One, conçu par une start-up néerlandaise. Le Lightyear One, que vous pourriez acheter dans 2 ans pour la modique somme de 160 000 $. Les constructeurs automobiles traditionnels comme Hyundai se bousculent pour fabriquer leur propre modèle de voiture solaire. Et si votre appareil intelligent n'écoutait pas que vos questions, l'Union européenne a interpellé Amazon sur les enregistrements vocaux réalisés par des consommateurs au moyen de l'assistant Alexa. Amazon a déjà indiqué que certaines des conversations pourraient être écoutées par les membres de son personnel par souci d'améliorer dans les modèles futurs la précision des fonctionnalités de reconnaissance vocale. Et enfin, au cas où vous auriez toujours voulu disposer d'une queue, vous avez bien entendu, voici une bonne nouvelle pour vous. Des chercheurs de l'université Keio au Japon ont travaillé à vous trouver une solution. Ils ont conçu un prototype qui est basé sur la queue d'un hippocampe, un prototype qui peut supporter une force maximale équivalent à la masse et au poids du corps humain. Apparemment, la queue pourrait être utile pour le maintien de l'équilibre, pour grimper, pour transporter des objets ou pour ressembler à un monstre. Voilà, c'est la fin de cette édition de BBC Echo. Merci de l'avoir suivi. Où que vous soyez, bon week-end, au revoir.